Bonsoir, bienvenue à tous pour cette dernière conférence à cette salle Louis Armand de la journée. Il y en aura d'autres demain. Alors, vous voyez le titre de la conférence, « À la recherche des limites de la vie sur Terre » par Purificación López García, qui est donc chercheuse au CNRS, directeur de recherche au CNRS, et qui me disait en marge, avant cette conférence, qu'elle n'était pas exobiologiste, surtout pas. Elle va vous expliquer pourquoi. Elle est biologiste et elle étudie effectivement les limites de la vie sur Terre. Alors pourquoi cette recherche ? Évidemment, on a tous dans l'idée qu'il existe une seule planète connue sur laquelle il y a de la vie, c'est la nôtre. Jusqu'à présent, pour toutes les explorations qu'on a pu mener par sonde spatiale ou par des gens qui sont allés sur la Lune, bon, la Lune, c'était pas une très bonne destination, on n'a rien trouvé d'autre, mais on espère. Et plutôt que de se limiter à espérer, autant essayer de comprendre la vie sur Terre dans ses limites, qui parfois rejoignent aussi les origines de cette vie sur Terre. Je vous laisse donc en compagnie de Purificación López García qui va vous expliquer tout ça bien mieux que je ne le ferai. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir offert la possibilité de venir vous parler effectivement des limites de la vie sur Terre et de comment on les recherche. Et je suis biologiste, comme il l'a très bien expliqué, parce que je m'occupe effectivement de l'étude de la vie qu'on connaît, de la vie sur Terre, mais en essayant de comprendre entre autres son origine et aussi ses limites, on peut et on espère mieux cadrer les recherches sur une potentielle vie ailleurs ou pas. Donc, effectivement, ça nous prépare à pouvoir bien identifier des traces, savoir quelles sont les limites physico-chimiques de la vie, qui peuvent être des contraintes qui sont imposées dans d'autres systèmes en dehors du système Terre. Donc, je vous ai mis cette photo parce que c'est l'endroit où justement on va essayer de voir s'il y a de la vie sur Terre. C'est une vue aérienne du champ hydrothermal de Dalol. Vous voyez des fumerolles ici qui fument. Vous voyez des vases qu'on va voir plus tard, verts très colorés, très forts. Et bon, je vous avance pas le résultat, mais donc on va voir si effectivement il y a de la vie sur ces endroits-là. Et on pense à une vie microbienne en particulier. Donc, tout d'abord, pour commencer, une petite introduction sur ce qu'on connaît de la diversité de la vie sur Terre. Qu'on peut étudier et placer dans ce qu'on appelle un arbre phylogénétique en utilisant des marqueurs moléculaires qui sont partagés par l'ensemble du vivant. Donc, ce que vous voyez sur cet écran, c'est un schéma d'un arbre du vivant qui représente la diversité biologique des organismes connus sur Terre, qui se distribuent en 3 grands domaines d'organismes. Donc, vous voyez deux domaines d'organismes, les bactéries et les archées, et en haut, vous voyez les eucaryotes. Les archées et les bactéries sont des organismes relativement simples, unicellulaires. On appelle des prokaryotes, c'est-à-dire des cellules effectivement où l'ADN est directement immerse, donc le matériel génétique directement immerse dans le cytoplasme. En général, ce sont des cellules de petite taille et qui peuvent avoir parfois des formes simples de multicellularité, des filaments, des colonies diverses, mais qui ne développent pas la complexité morphologique qu'on voit dans le domaine des eucaryotes en haut, où on observe une grande diversité de morphotypes. On a aussi plusieurs lignées où la multicellularité de manière complexe avec des tissus organisés est apparue. On a les champignons, on a les animaux, on a les plantes, mais surtout une grande diversité des organismes qui sont également unicellulaires, qu'on appelle des protistes.
L'idée que je vais vous faire passer ici, c'est que la plus grande partie de la diversité est occupée par des micro-organismes. Donc la vie est essentiellement microbienne sur notre planète. Donc ça, c'est une image un peu réduite un schéma, mais un arbre du vivant, en utilisant justement ces marqueurs moléculaires qui nous permettent de comparer l'ensemble des organismes, de la bactérie à l'éléphant, se présente comme ça. Donc ça, c'est des données réelles. C'est un arbre phylogénétique reconstruit sur des marqueurs des protéines ribosomiques, donc qui sont présentes dans le ribosome. C'est là qui s'est fait la traduction du code génétique vers des protéines qui vont faire des fonctions dans la cellule. Et une chose remarquable, c'est que vous voyez qu'il y a énormément de points rouges. On peut aujourd'hui étudier la diversité des organismes qu'on ne peut pas cultiver en laboratoire. Vous savez que la plupart, les biologistes, en particulier les microbiologistes, étudient les micro-organismes en culture en laboratoire. On peut les observer sur le microscope, etc. Donc on a accès à tout un tas d'informations en laboratoire. Mais on sait aujourd'hui que la plupart de la diversité microbienne échappe à l'étude en laboratoire, mais on peut la détecter dans les milieux naturels simplement en allant chercher les séquences qui correspondent à ces organismes-là dans l'ADN environnemental. On est capable de faire ce type d'expérience. Et vous voyez qu'il y a énormément de points qui représentent des groupes, des grands taxons au niveau des phylums, des organismes qui ne sont pas cultivés, mais qu'on sait sont présents sur Terre. Et sur l'arbre que vous voyez à droite, la plupart de la diversité se trouve en plus dans la partie supérieure qui correspond aux bactéries. Donc effectivement, la plus grande diversité biologique sur Terre appartient au monde microbien et en particulier aux bactéries. Et en réalité, ce n'est pas étonnant que la plus grande partie de la diversité biologique, de la biodiversité, donc, soit microbienne, parce que les micro-organismes ont occupé la plupart de l'histoire de la Terre et ils sont formés, la plupart des écosystèmes terrestres, avant la grande diversification des animaux et des plantes au niveau de l'explosion cambrienne, on va dire, il y a environ 500 millions d'années. Donc, avant ça, on n'avait que des environnements, des écosystèmes microbiens et en plus qui se différencient en deux grandes parties historiques. Une première partie entre l'origine de la vie, on va dire, disons, entre 3,5 et 4 milliards d'années, où on a, donc ça c'est l'origine de la vie, et à partir de là on a deux grandes fractions, une partie qui correspond à une période où l'atmosphère terrestre n'avait pas d'oxygène détectable, l'atmosphère était donc anoxique. Et une deuxième moitié, à partir de ce qu'on appelle le grand événement d'oxydation de l'atmosphère, qui est la conséquence de l'activité des cyanobactéries, qui est un groupe de bactéries capable de produire l'oxygène par hydrolyse, par photolyse en réalité de la molécule d'eau, une photolyse contrôlée. Eh bien, ce sont ces cyanobactéries qui ont oxydé l'atmosphère et qui ont donc changé la nature de l'atmosphère et permis la diversification d'autres types d'organismes, y compris l'apparition de eucaryotes. Ce sont des cellules plus complexes, des cellules à noyau, dont nous faisons partie et qui ont des organites, les mitochondries, où s'est fait la respiration de l'oxygène. Tout ça pour indiquer que effectivement les micro-organismes ont dominé la surface de la Terre historiquement et ils le font encore aujourd'hui, même si on est frappé par la diversité des animaux et des plantes. Alors, si je reviens à mon arbre schématique, on a 3 domaines du vivant, les bactéries et les archées qui sont capables de faire beaucoup de métabolisme énergétique et du carbone différents, utiliser divers types de métaux, etc. Les eucaryotes, ça fait moins des choses, mais ils sont morphologiquement plus divers. Eh bien, les archées ont été identifiés
détectée relativement tard, dans les années 1970. Et à partir de là, on a été un peu fascinés, surtout en microbiologie, parce que elles sont en général associées et plus facilement adaptées à des environnements qu'on appelle extrêmes, des environnements qui peuvent être très chauds, très acides, très basiques ou très salés, entre autres, ou avec beaucoup de métaux, des images que vous voyez par exemple là. Et, elles sont en général mieux adaptées et elles détiennent souvent les records d'extrémophilie, c'est-à-dire de capacité de développement de leur cycle de vie complet dans des conditions qu'on appelle extrêmes, par rapport à des paramètres physico-chimiques qu'on sait mesurer. On trouve des archées halophiles adaptés à des fortes concentrations de sel, y compris en saturation. On le retrouve typiquement, vous avez des photos à gauche en haut, des marins salés sur les côtes, où la couleur rouge est due effectivement à des pigments qui sont associés à la paroi, à la membrane de ces archées. Vous avez des archées alcaliphiles qui vivent souvent aussi en association avec des milieux très salés, par exemple au niveau du lac des Natrons, de pH qui vont jusqu'à 12 et plus. Vous avez des archées acidophiles, donc on va à l'extrême opposé du pH, qui elles vivent ou développent leur cycle de vie complet à des pH inférieurs à 2, jusqu'à des pH de 0 et moins. Vous avez le record qui est Picrophilus urchimae, vivant en pH optimal de 0,7, mais il peut vivre à des pH légèrement négatifs. Souvent aussi en association avec des températures relativement élevées, puisque ça va être des organismes qu'on va trouver dans des systèmes à proximité des systèmes volcaniques, dans des fumerolles, etc. La température étant permissive. À la fin, on va parler des hyperthermophiles. Donc, ce sont des organismes qui, eux, ont un pH, une température optimale de croissance supérieure à 80 degrés. Et jusqu'à, justement, le record est de 116 degrés en conditions de pression atmosphérique et 122 degrés en conditions de pression typiques de l'environnement à partir duquel on peut isoler ces organismes. Le record étant en particulier une souche de Methanopyrus candleri. Donc, on a exploré depuis très longtemps, on s'intéresse à ces organismes extrémophiles et ils sont aussi beaucoup d'applications biotechnologiques. Vous imaginez bien que leurs enzymes résistent bien à des conditions physico-chimiques qui sont très dures pour d'autres organismes. Et donc, ça peut avoir des applications. Donc, on les étudie depuis assez longtemps. Et avec ça, on peut définir des fourchettes on peut le dire pour un biologiste d'habitabilité par rapport à différents paramètres, la température, le pH, la salinité que vous voyez dans l'écran. Donc des températures en allant aux alentours jusqu'à des valeurs d'environ 120 degrés, pH entre 0 et 12 ou plus, la limite étant souvent qu'on ne trouve pas des environnements sur Terre qui aient des valeurs plus élevées. C'est rare. Ou la salinité, alors peut-être pas dans l'eau distillée complètement, mais des salinités très basses jusqu'à la saturation qui correspond à environ 5,5 molaires pour le NaCl. Donc, ces conditions-là sont intéressantes d'un point de vue exo-astrobiologique parce que ça nous permet de définir des fourchettes potentielles dans lesquelles on espère trouver, s'il y a des formes de vie ailleurs que sur Terre, basées sur une chimie similaire, une chimie à base de carbone et en utilisant l'eau comme solvant, ce qui est assez logique de penser pour plusieurs raisons. Alors, on espère, comme ça, définir des fourchettes dans lesquelles on pourrait éventuellement espérer de trouver la vie dans d'autres systèmes planétaires.
Mais on sait beaucoup moins sur l'existence, le développement de la vie dans des environnements polyextrêmes. Donc on s'est intéressé sur Terre à des organismes qui résistent à forte salinité, à température, non seulement qui résistent, mais qui sont adaptés à vivre dans ces conditions, haute température, basse température, haut et bas pH. Mais on sait beaucoup moins sur les conditions multi-extrêmes parce que parfois on est limité par les combinaisons dans les environnements naturels des paramètres physico-chimiques. Et c'est ici que je vais vous parler d'un environnement très particulier qui est le champ hydrothermal ou géothermal des Dallol, qui présente justement des combinaisons de paramètres physico-chimiques qui vont nous permettre d'étudier les limites de la vie face à des conditions polyextrêmes. Donc, le champ géothermal de Dallol se situe dans la dépression du Danakil. Vous voyez, c'est la dépression du Danakil. C'est un endroit très intéressant au niveau de la géologie de la planète parce qu'elle se situe au point triple de la phare. C'est un endroit où on est à la confluence des 3 plaques tectoniques et où on a le rift est-africain qui passe. Et donc, la dépression du Danakil se situe le long de ces rifts est-africains. On est donc en présence de fortes activités tectoniques, sismiques et volcaniques. Donc, vous voyez la dépression du Danakil, c'est un désert de sel sous le niveau de la mer. Donc, on peut descendre jusqu'à moins 550 mètres sous le niveau de la mer. C'est la région en vert que vous voyez là, la limite en bleu, la ligne bleue autour de ces plaine du Danakil correspond au niveau de la mer. Et vous voyez au sud la chaîne volcanique de l'Ertale qui est indiquée. Donc, le fond de la dépression du Danakil est couverte d'une couche de sel très épaisse, environ 1 à 2 km, parce que avant, cette dépression correspondait à un bras de la mer Rouge qui rentrait par le nord, et cette entrée a été bouchée par justement l'activité tectonique et volcanique, avec notamment l'apparition d'un volcan au nord, le volcan Alide, qui a conduit à la fermeture de cette entrée d'eau de mer. Et avec l'évaporation successive, on a formé une couche épaisse de sel au fond de la dépression du Danakil. Donc c'est un endroit très chaud. Donc j'ai indiqué qu'on a le record des moyennes de température de l'air atmosphérique, 34,6 degrés. Et cette valeur a été mesurée dans les années 60. Donc aujourd'hui, on imagine que c'est même un peu plus chaud. Je peux vous dire qu'il fait très chaud, puisqu'on a mené 3 expéditions à cet endroit-là, justement à la recherche des formes de vie qui pourraient exister dans les environnements qu'on va visiter. Vous voyez devant vous une vue aérienne de la zone avec un rapproché. En particulier, vous voyez en plus sombre la chaîne volcanique de l'Ertale qui est un peu plus au sud. Et nous, on va s'intéresser à cette partie-là où il y a marqué Dallol, et on voit un lac plus au sud qui est le lac Karoum ou Salé. On va s'intéresser justement à cette région-là. Donc 3 expéditions, dont la première date de janvier 2016. En fait, il faut aller en hiver parce qu'il fait un peu moins chaud qu'en été, et donc on peut avoir des températures de jusqu'à 46 degrés à l'ombre pendant la journée, donc c'est un peu dur. Ce sont des expéditions que nous avons menées très interdisciplinaires avec des biologistes, des géologues, géochimistes, et aussi avec une présence logistique. En particulier, on a aussi la présence d'Olivier Kronwald qui a fait un documentaire sur notre première expédition et qui a fait des reportages photos. Et bien sûr, on avait l'appui logistique des personnes sur place, en particulier des autorités afar. Et bien sûr, on devait à l'époque être présent avec les militaires, la région étant très proche de la frontière avec l'Érythrée. La 3e expédition qu'on a menée était plus facile parce qu'on n'avait plus besoin de l'armée
avec nous, l'Éthiopie ayant signé un traité de paix avec l'Érythrée. Malheureusement, je crains que maintenant, ce n'est plus possible d'y aller à conséquence de la guerre qui s'est installée sur la région à nouveau, et en particulier sur la région de Tigré, et maintenant sur la région Afar, qui est cette région en particulier, territoire Afar. Donc on va visiter ces environnements. La première chose que nous avons fait en arrivant sur place, c'était de bien localiser les différents endroits, et on a pris des échantillons à partir des sites extrêmes, mais moins extrêmes que ce qu'on va voir par la suite, en quelque sorte comme contrôle. Donc on a récupéré des échantillons du lac Assalé ou Karom que vous voyez sur la photo, qui est un lac hyper salé, en saturation, et qui a de l'influence hydrothermale. Vous voyez des volcans au fond qui se jettent sur le lac Assalé en fait. Et à côté du lac Assalé, on trouve la plaine des Sels, qui est bien connue parce que les peuples Afar exploitent le sel du fond de la dépression de Danakil depuis des millénaires. En fait, on trouve des morceaux de sel qu'ils découpent en morceaux, en blocs, et qu'ils transportent ou transportaient en dromadaire jusqu'au plateau éthiopien. Et on trouve des briques, des sels dans des pyramides égyptiennes. Donc, ça témoigne de cette activité depuis des millénaires. Parfois, la zone est inondée. C'était le cas la première année. Et on verra peut-être plus tard encore quelques photos. Je reviens maintenant au dôme des Dalol. On comprend maintenant la formation. En réalité, c'est un volcan des salles. C'est pas un vrai volcan parce qu'on n'a pas l'émission des laves, mais on a l'émission des fluides salés. Et on a typiquement la forme un peu d'un volcan. On a un cône avec un dôme qui est effondré, dont il y a un cratère qui est effondré sur la surface. Mais tout ça, c'est fait en sel. Et ce qu'on a, la formation de ce système, c'est on a donc la dépression du Danakil est bordée des hauts plateaux éthiopiens à l'ouest, qui montent à plus de 2500 mètres. Et à l'est, on a le bloc du Danakil, qui n'est pas aussi haut, mais qui est quand même assez haut de toute façon. Donc on a l'eau des pluies qui s'infiltre donc dans les couches profondes, et qui entre en interaction avec une poche magmatique qui est très proche de la surface. Et en se faisant, elle se charge en composé d'origine magmatique, et en plus, après, il traverse les couches sédimentaires et les couches de sel, le kilomètre ou 2 kilomètres de sel, en remontant vers la surface. Donc, ce sont des fluides qui sont très salés, très chauds, et en plus qui ont beaucoup de métaux. Et donc, ça fait une composition vraiment unique. C'est un endroit très caractéristique, avec des fumerolles, beaucoup d'émissions de gaz. Donc, la présence d'eau, elle est dépendante des pluies sur le plateau éthiopien, mais en absence des pluies, on a toujours une émission de gaz qui est constante, surtout sur le dôme. Et voici l'aspect du dôme vu par une photo prise à partir d'un drone. Donc le dôme fait environ 3 par 5 km. Vous voyez au centre, vous apercevez un point plus sombre avec des taches vertes qui correspondent aux mares, qui, on verra, sont très acides et très salées et chaudes. Et c'est entouré par la dépression du Danakil. Donc, quelques endroits intéressants pour nous, ça va être la zone du dôme de Dalol, vraiment sur le sommet, au niveau du cratère de ce volcan des Sels, de cet halovolcan. Vous voyez les canyons des Sels plus vers l'ouest. Vous voyez le site où on campait, parce qu'on campait sur place, on a eu cette chance. Et on a d'autres activités, manifestations hydrothermales, géothermales, dont on va parler. C'est le lac Noir, à proximité de la montagne Noire, et le lac Jaune, que vous voyez en bas à droite.
Donc, quelques photos pour vous présenter ces sites et leurs caractéristiques physico-chimiques. Nous savons d'abord le canyon des sels. Donc, qui sont des systèmes, on pourrait dire, c'est comme des karstes, mais sur du sel, dominés par NaCl et des sels de magnésium aussi. On trouve des endroits, des poches, des réservoirs d'eau souterrains, en fonction toujours des pluies, qui sont hyper salés. D'ailleurs, vous voyez des morceaux, des petites croûtes de sel, des fleurs de sel sur la surface, ce qui témoigne de la salinité très élevée en saturation de ces systèmes un peu souterrains. Nous avons aussi aux alentours du dôme et surtout à la base du dôme des Dadoles une plaine de sel qui peut être localement et occasionnellement inondée. Et donc, c'était le cas la première année qu'on est allé. Il y avait des zones partiellement inondées. On a dû attendre quelques jours à ce que l'eau descende. Et elle est par endroits, cette couche de sel, affectée par l'activité géothermale. Et c'est ce que vous voyez. Il y a des endroits qui sont jaunâtres. Et ça sent le soufre en réalité. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine influence hydrothermale. C'est pas simplement du sel de table. Je parle de la inondation de cette région. Effectivement, vous avez une vue aérienne qui montre qu'au cours du temps, cette dépression du Danakil peut, en fonction des pluies, toujours être inondée. Et d'ailleurs, les anciens parle toujours de l'île des Daloles. Donc, il se rappelle que Dalol était une île que vous voyez dans l'image de droite. Mais malheureusement, avec les années et les sécheresses de plus en plus soutenues, eh bien, c'est rare que Dalol soit une île et on trouve plutôt un désert de sel, avec le lac à Salé au sud qui peut être plus ou moins étendu. Et comme c'est très plat, ce qu'on observe souvent, c'est qu'avec les vents dominants, l'eau du lac à Salé au sud peut être poussée vers le nord sur la plaine des sels. C'est ce que vous voyez dans les images de droite, notamment dans 2 années où on a été sur place. Et on a dû rouler sur l'eau pendant des kilomètres pour atteindre le dôme des Daloles. Nous avons donc échantillonné également ces systèmes qui sont polyextrêmes dans le dôme des Daloles et aux alentours, et on va les visiter. Donc ça, c'est des vues aériennes des sites d'échantillonnage que nous avons visités. D'abord, on a recollecté des échantillons dans des mares hyper acides, hyper salées et chaudes du dôme des Daloles. Voici à quoi elles ressemblent. Donc, on a des couleurs justement très fluorescentes, on dirait très vivants. Jaune, vert, avec une progressive oxydation. Donc, on a des pH qui sont jamais supérieurs à 0. Donc, c'est toujours des pH négatifs et le pH peut descendre jusqu'à des valeurs de moins 1,5, moins 1,7 en fonction de l'état d'oxydation de ces mares. Vous savez, quelques autres exemples ici. L'eau, donc les fluides qui sont en réalité des saumures très chaudes, sortent à environ 108 degrés Celsius. Et ce que vous voyez aussi, c'est une oxydation progressive de ces fluides qui, au départ, sont plutôt blanchâtres, verdâtres, et petit à petit deviennent de plus en plus orangés et finalement marron foncé. Ce sont les systèmes les plus acides. Et ce changement de couleur s'opère à travers l'oxydation des métaux qui sont présents dans ces saumures. Donc, on a beaucoup de NaCl, mais on a également beaucoup de fer, notamment, et c'est le fer surtout qui donne cette couleur d'oxydation aux différents systèmes. Voici encore d'autres photos des systèmes qu'on a échantillonnés. Donc, on a pris des échantillons de fluides en sortant des cheminées et des fluides de toutes les petites vasques le long des gradients d'oxydation
qui étaient aussi des gradients de pH. Le pH à la sortie des cheminées étant d'environ pH 0 ou très légèrement négatif. Et au fur et à mesure de l'oxydation, le pH diminue parce qu'on a, en plus de l'apparition plus de la présence d'acide chlorhydrique qui domine ces systèmes, et une production d'acide sulfurique qui se rajoute et qui va encore acidifier le système. Et donc voilà d'autres photos, d'autres systèmes. On a pris des échantillons vraiment un peu partout pour essayer justement de voir s'il y avait de la vie et quel type de vie on pouvait trouver. Évidemment, on ne s'attendait pas à des animaux et des plantes, mais à une vie microbienne. Voilà pour d'autres systèmes avec des fleurs de sel. Donc, c'est très joli parce qu'on a des formations salées, très éphémères par ailleurs, parce que ces systèmes-là, d'une année sur l'autre, peuvent s'assécher. Et donc, il y a une sorte de renouvellement. On a toujours des émissions de gaz, mais ces systèmes peuvent s'assécher et ça apparaît ailleurs. Les cheminées se bouchonnent régulièrement et donc une cheminée peut apparaître, donc le fluide arrête de sortir à un endroit et il commence à sortir ailleurs. En plus du dôme d'Étalol, on a un système, pour ça, qui sont les alentours de la montagne noire. Et donc, vous voyez, le lac noir, c'est cette petite tache en haut à gauche. Et on va se fixer sur 3 endroits ici. En bas, vous voyez une structure ronde avec une zone plus verte et blanche. C'est des coulées de bischofite, je veux revenir, qui s'oxydent progressivement, un endroit assez unique. Et on peut avoir des systèmes effectivement très éphémères qu'on voit sur la partie supérieure, plutôt à droite, des espèces d'émar blanchâtres qui correspondent à un système hydrothermal extrêmement actif, mais qu'on n'a vu qu'en 2016 et après on l'a pas revu. Donc ça témoigne du côté éphémère des systèmes qui se bouchonnent à un endroit et qui apparaissent à un autre endroit. Donc on est à proximité du dôme d'Étalol, mais dans une zone extrêmement active qu'on a appelée le Petit Dalol, au sud-ouest, et où on avait des émissions de fluides qui étaient très sombres, et très chaude. On avait des températures de 110 degrés dans ces fluides. Il fallait marcher avec très attention parce que le sol était lui-même à 70 degrés. Donc, il fallait très bien isoler aussi. Et l'endroit vraiment très, très fascinant par l'émission des gaz. Bon. Ensuite, on a été témoin de ces émissions, de ces coulées de bischofite, qui c'est un sel très hydraté, chlorure de magnésium hydraté. Et je pense que c'est le seul endroit sur Terre où on a ce type d'émissions. Donc, ça se présente sous la forme de ces fluides qui sont très chauds. Ça se solidifie en contact avec l'atmosphère et au fur et à mesure que ça refroidit, en formant cette espèce de cire blanche qui s'oxyde après très vite et ça devient très fiable. Donc, ça s'effrite très facilement. Donc, vous pouvez voir les températures 116 degrés à la sortie au moment où ça coule. Donc, il faut effectivement marcher avec attention pour pas s'enfoncer. Voilà. Et à proximité, on a effectivement ce lac noir, une structure qui est assez petite mais fascinante, qui est entourée par cette surface salée. La température est de 70 degrés environ, pH 3, et une salinité extrêmement élevée. On est à plus de 70% en volume, un poids-volume. Donc, est dominé par des sels très divers. On va le voir. Effectivement, la première année, c'était difficile de s'approcher puisque vous imaginez que toutes les mares à côté étaient très chaudes et il a fallu faire avec attention. La deuxième année, on a pu s'approcher sans problème jusqu'au bord du lac qui est tout petit. C'est une espèce de puits. En fait, c'est la conséquence d'une explosion phréatique historique. En plus, il y a des témoignages historiques. Et donc, cette espèce de lac étrange
l'image est restée marquée. On a aussi finalement le lac jaune qui se retrouve au sud-est du dôme des Dallol, qui a des geysers, des émanations, des gaz, et donc effectivement avec des gaz qui sont ici un peu toxiques. On trouve des oiseaux morts autour de ces systèmes, et d'ailleurs on sait qu'il y a du CO2 et des composés, des hydrocarbures, de l'éthane. Donc il y a eu des analyses chimiques qui ont été faites par des collègues, donc c'est publié. Et donc on a des émanations qui peuvent être toxiques pour nous, d'où les masques. On est devant un système également très salé, avec une salinité supérieure à 50%, une température relativement élevée, aux alentours de 40 degrés, et un pH autour de 1,8 ou par là. Et à proximité, on trouve des volcans d'eau salée, pareil, avec des émanations gazeuses qu'on a également échantillonnées. Donc, toutes ces photos pour vous donner une idée du panorama de la variété d'environnements qu'on a pu échantillonner lors de nos expéditions et qui représentent autant des combinaisons, des conditions extrêmes. Donc, on est devant des gradients qui peuvent nous permettre justement d'explorer quelles sont les limites de la vie face à ces combinaisons de paramètres physico-chimiques. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons collecté donc tous ces échantillons, des fluides mais aussi des solides. Et on a, vous pouvez d'ailleurs voir la variété, la gamme de couleurs que nous avons observées, depuis les fluides en sortie des cheminées à gauche, complètement transparents et avec une oxydation progressive. Et si vous laissez précipiter le sel, vous pouvez constater quelle est la quantité de sel par volume qui précipite si vous laissez les échantillons. Donc les lacs noirs est à droite. Vous voyez que presque la totalité, c'est du sel précipité. Donc, on est presque à 90% d'un certain... Ça dépend des années. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses sur ces échantillons. Nous avons mesuré, évidemment, déterminé quelle était la composition chimique de ces saumures. Et nous avons fait des analyses de biologie et des microscopies. On a essayé de cultiver des organismes qui pouvaient être présents dans ces échantillons. On a fait des analyses moléculaires de diversité. On a utilisé des approches de cytométrie en flux pour séparer des cellules ou des particules individuellement, de la microscopie optique électronique et aussi de la spectroscopie des rayons X pour caractériser les phases minérales. Alors, avec ces analyses chimiques, on a d'abord observé que l'ensemble des échantillons qu'on avait étudiés à Dallol se répartissaient sur trois grandes zones chimiques qui sont représentées en gros par les taches plutôt les zones jaunes, vertes et plus rosées, avec d'une part des échantillons provenant du lac noir et du lac jaune qui sont très enrichis en sel de magnésium et de calcium. Il y a aussi bien sûr beaucoup de nacelles partout. Les échantillons et qui sont très salés, donc ça corrèle avec la salinité. On a des échantillons du dôme des Dallol qui sont c'est des systèmes très acides, qui sont très enrichis en NaCl, mais il y a aussi beaucoup de fer et d'autres métaux. Et nous avons finalement des environnements qui sont très hypersalés, qui sont moins acides, et on parle là du lac à salé, de la plaine des sels et de la grotte des canyons des sels de Dallol. En plus de ça, on a pu constater qu'effectivement, il y a beaucoup de composés organiques, surtout dans les fluides du dôme des Dallol et dans le lac jaune, d'où tous ces gaz un peu toxiques, avec notamment l'apport des hydrocarbures qui sont remobilisés, qui étaient présents dans les sédiments de l'ancienne mer sur place et qui ont été remobilisés par leur fluide lors de leur traversée vers la surface.
Ensuite, on s'est intéressé justement à voir si on pouvait trouver des micro-organismes dans ces environnements. Et nous avons utilisé des approches moléculaires. C'est ce qu'on utilise couramment quand on veut explorer la diversité des micro-organismes dans des environnements où on s'attend à ne pas pouvoir les cultiver de manière très facile. C'est le cas, entre autres, de ces environnements extrêmes. Pour cela, on a utilisé des approches moléculaires qui se basent sur l'amplification d'un gène marqueur d'identité moléculaire qui est présent dans tout organisme cellulaire, donc des animaux jusqu'aux bactéries, jusqu'aux archées, qui est le gène de l'ARN de la petite sous-unité du ribosome. Il a une fonction très importante, centrale dans les cellules, et donc il est présent dans tous les organismes. Donc on peut extraire l'ADN de nos échantillons. Il faut faire très attention pour éviter les contaminations, bien sûr. Surtout quand on s'attend à trouver peu de biomasse. Et ensuite, une fois qu'on a purifié l'ADN, on peut amplifier par la réaction en chaîne de la polymérase les gènes marqueurs qui nous intéressent. À partir de l'ensemble des organismes, on peut jouer avec la spécificité en utilisant des amorces spécifiques, par exemple pour tous les prokaryotes, pour les eucaryotes. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et après, on peut appliquer différentes méthodes, soit des méthodes de clonage et de séquençage pour avoir des longues séquences, soit des méthodes à haut débit de séquençage avec lesquelles on génère des milliards de séquences très facilement. Donc, ici, on a généré énormément de séquences. Et à partir de là, vous pouvez, en analysant les séquences, en les comparant, les classer et les placer dans un arbre phylogénétique. C'est ce que vous voyez, c'est ce qui est imagé à droite, un arbre phylogénétique sous forme circulaire. Et vous pouvez placer sur un arbre phylogénétique de référence vos séquences, vos OTU, c'est l'équivalent pour nous d'espèces. C'est une unité taxonomique opérationnelle qu'on définit en fonction des séquences qu'on identifie dans nos échantillons. Donc, c'est les méthodes que nous avons appliquées. Et avec ces méthodes-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on trouve une grande diversité d'archées. Donc, vers la partie supérieure, vous allez voir la présence des groupes d'archées. Vers la partie inférieure, la présence des bactéries dans les mêmes échantillons. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus d'archées dans ces échantillons-là. C'est que ces échantillons, eh bien, ce sont les échantillons extrêmes, mais pas si extrêmes que ça. On a les lacs à salé, bien sûr, on s'y attendait. La plaine des sels influencée par l'activité hydrothermale, mais aussi la grotte. Donc là, on détecte clairement de la vie, beaucoup d'archées en plus qui sont connus comme étant des archées halophiles qui appartiennent à des groupes qu'on connaît par ailleurs. Et dans les autres échantillons, on n'a rien pu amplifier directement. Et donc, on s'est dit, on va quand même essayer en utilisant une approche de réamplification, ce qui peut avoir présenté des problèmes parce que c'est facile d'introduire des contaminants. Et donc, on s'est dit, on va réessayer en faisant une double amplification. Et donc, à partir de des premiers produits de PCR qui n'avaient rien donné apparemment, on va réessayer une nouvelle amplification. Mais on va aussi incorporer les contrôles négatifs qu'il faut toujours incorporer pour voir que on n'amplifie pas, si on met pas d'ADN, on n'amplifie rien. Et donc, on va incorporer également ces contrôles négatifs. Et en se faisant, effectivement, on a trouvé de la diversité, mais pas des archées ou très peu d'archées dans tous les échantillons du dôme de Dallol et du lac jaune et du lac noir. On trouve surtout, vous voyez vers le bas, des barres grises. C'est ce que nous identifions comme des contaminants, puisque ça correspond à des séquences qu'on retrouve à gauche complètement en bas, dans les contrôles négatifs, donc c'est-à-dire les contrôles dans lesquels on n'avait pas mis d'ADN ou les contrôles qu'on utilise pour voir si les kits d'extraction d'ADN qu'on utilise au laboratoire contiennent parfois des contaminants, c'est souvent le cas, et donc on doit faire toujours ce type de contrôle. Donc ça veut dire, ça suggère que
en fait, on ne trouve pas une vie, ou alors sur ces échantillons-là, et que ce qu'on trouve, c'est des bactéries typiquement associées à l'homme, donc aux contaminants typiques des kits de biologie moléculaire pour lesquels on a une longue liste maintenant. Les gens appellent ça les kitomes parce que ce sont des kits qu'on utilise pour faire des extractions et des purifications de l'ADN en laboratoire, ou alors des bactéries typiquement associées à la poussière, au sol, aux plantes, c'est-à-dire des organismes qui peuvent être en dispersion, mais qui en aucun cas se développent sur ces systèmes-là. Donc avec ça, on a pu, et quels sont les archées qu'on retrouve quand même dans des sites, dans les sites comme les lacs à Salé, la grotte, etc. Eh bien, c'est tous les lignes bleues et les points rouges que vous voyez sur cet arbre phylogénétique. Ce sont des archées appartenant essentiellement au groupe des saloarchées ou allobactéries qu'on appelle pour des raisons historiques, et des nano-alloarchéota. Ce sont des groupes classiquement associés à des systèmes hypersalés, mais on trouve également d'autres groupes d'archées nouveaux. Certains de ces espèces qu'on détecte sont thermophiles ou hyperthermophiles, et ça on peut le savoir par la séquence des fragments d'ARN ribosomique qu'on est capable d'amplifier, puisqu'ils sont certains très riches en GC, ce qui est en corrélation avec la température de croissance de ces organismes-là. On a également fait des essais de culture en utilisant des conditions qui miment les différents systèmes. On a parfois isolé un micro-organisme, par exemple ici de la plaine des sels, mais jamais du dôme de Dallol, du lac Noir ou du lac Jaune. On a aussi finalement essayé de faire la cytométrie en flux pour trier. Donc là-bas, c'est qu'on essaie de passer des cellules individuelles le long d'un capillaire. On peut illuminer ces capillaires avec un laser et détecter la fluorescence qui est induite si on colore nos cellules avec un colorant, par exemple de l'ADN, qui soit fluorescent. Et ça nous permet de détecter les cellules. En se faisant, en fait, on détecte des cellules qui obtiennent, qui gardent, qui se colorent avec un colorant pour l'ADN seulement dans des échantillons qui proviennent du lac à Salé et de la plaine des sels. Et quand on les voit, regarde au microscope ce qu'on arrive à trier, on voit effectivement des cellules, mais dans les cas des échantillons du dôme de Dallol, du lac Jaune et du lac Noir, quand on arrive à trier des événements, eh bien, il ne s'agit pas des cellules, ce sont des petits cristaux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans certains échantillons? Quand on identifie des cellules, ce sont des très petites cellules que vous voyez ici, parfois avec des formes particulières. Ça fait quelques centaines de nanomètres. Mais, histoire intéressante, on a également détecté des biomorphes, c'est-à-dire des petits précipités minéraux qui ressemble tout à fait, c'est la partie sur la droite, qui ressemble tout à fait des cellules qu'on voit sur la gauche, mais dont la composition chimique, comme vous voyez en dessous, est complètement minérale. Ce sont souvent des particules de silicate, parfois des soufres. C'est des compositions très diverses par ailleurs, mais c'est complètement compatible avec la morphologie des cellules. Donc c'est trompeur. On a détecté beaucoup de ces biomorphes, donc des précipités minéraux qui ressemblent à des cellules, dans différents types de systèmes, des différentes compositions, à dominance des silices, des silicates. Et donc, ça fait un avertissement pour nous, puisque ce qu'on appelle les biosignatures morphologiques simples peuvent être trompeuses, c'est-à-dire qu'on peut prendre ces biomorphes minéraux pour des cellules. Et donc, pour nous, c'est très important de souligner la nécessité de combiner plusieurs types de biosignatures avant de conclure à une quelconque origine biogénique, y compris sur, par exemple, Mars ou d'autres systèmes en dehors du système Terre.
il y a quand même des gens qui sont allés sur place et qui ont dit que ce type de structure que vous observez en microscopie électronique à balayage, eh bien, que ce sont des micro-organismes fossilisés. Cependant, Dallol est en effet un laboratoire naturel de cristallisation. Vous observez déjà à macroéchelle tout un tas de formes très intéressantes, très jolies, comme vous voyez dans la photo. Mais c'est aussi le cas à microéchelle et à nanoéchelle où vous avez des précipités arrondis, c'est des jarosites, c'est tout un tas de systèmes et de minéraux. Mais qui ne sont pas vraiment des systèmes biotiques. Alors, je montre cet exemple-là parce qu'il y a eu des chercheurs c'est illustratif, il y a eu des chercheurs qui, tout de même, ils se sont dit qu'ils savaient détecter une seule espèce d'une archée, une nano-archée, un nano-alloarchée, dans le système hyperacide des Dallol, sur le dôme des Dallol. Alors, ils savaient étudier que 2 échantillons et ils ne trouvaient qu'une seule séquence correspondant à une seule espèce, donc une seule séquence, un seul OTU, une seule espèce, à partir d'un échantillon. Mais ils n'avaient pas fait des contrôles des contaminations. Et en fait, en plus, on sait par ailleurs que les nano-alloarchées sont des parasites d'autres archées et donc ils ne savaient pas la séquence de l'hôte. Donc ceci, et en ayant nous nos propres résultats avec énormément d'échantillons, plus d'une centaine d'échantillons, nous font penser que cet organisme ou cette séquence provient des contaminants de la plaine des sels qui peut être transporté soit par les aérosols, soit par les humains. Et en effet, Dallol était jusqu'à présent une destination touristique et donc ça, c'est l'aspect du dôme, de la base du dôme à la mi-journée, avec des gens qui montent sur place et même des gens qui se baignent dans ces systèmes très particuliers. Et plus encore, on a fait lors de notre dernière expédition une expérience des collecte des aérosols sur le dôme des Dallol et effectivement nous retrouvons une grande diversité, notamment des bactéries, mais aussi d'archées qui vraisemblablement viennent de la plaine des sels et qui sont importées par le vent. Et donc vous voyez la différence entre ces échantillons où on trouve la vie à Dallol qui sont à dominance rouge, les couleurs des archées, et les échantillons des aérosols où vous voyez une dominance des bactéries, c'est toutes les autres couleurs, et parfois des quelques traits rouges, ce sont des bactéries qui proviennent des grandes poussières qui viennent des hauts plateaux éthiopiens, on n'est pas très loin, et qui sont emportées par le vent. Et il y a beaucoup de vent sur place et vous voyez des couches de poussière sur tous les systèmes. Donc avec ça, nous pensons que nous avons trouvé des limites de la vie dans ces systèmes et on a retrouvé 2 types de limites de la vie sur ces systèmes-là, qui sont indiqués par les zones entourées. D'une part, on a les systèmes du lac jaune et du lac noir qui sont à dominance des sels magnésiennes et du calcium qui sont très chaotropes, c'est-à-dire qu'elles favorisent la désorganisation des macromolécules et donc déstabilisent les membranes et ne permettent pas en ce la vie, les membranes cellulaires. Et d'autre part, les systèmes du dôme des Dallol qui sont beaucoup moins riches en sels chaotropes, même s'il y en a, mais où on a une combinaison d'hyperacidité et des sels qui favoriseraient probablement la formation des composés toxiques comme les perchlorates ou autres. Peut-on trouver des environnements? Donc, on trouve la vie dans la partie qui est rosée sur le haut à gauche dans l'analyse que je vous montre là, dans le graphique PCA. Peut-on trouver des systèmes qui se rapprochent encore des conditions non permissives de la vie? Et la réponse est oui, parce que lors de notre dernière expédition, en janvier 2019, on a identifié
et analysé la diversité dans de nouveaux lacs qu'on appelle les lacs des canyons de l'Ouest, Western Canyon Lakes, et qui sont au niveau des conditions physico-chimiques dans la partie qui est entourée en rouge et qui se rapproche plus des conditions physico-chimiques qui, sur le dôme d'Édalol et dans les lacs jaunes et noirs, sont limitantes pour la vie. En particulier, ce sont des lacs hyper salés avec un pH entre 4 et 5, et également ce sont des lacs bouillonnants avec beaucoup qui ressemblent en quelque sorte aux lacs jaunes. Et quand on analyse la diversité de ces systèmes, eh bien, c'est la partie entourée sur la gauche. On voit que les couleurs rouges montent jusqu'à complètement, comme prennent la plupart des histogrammes. Les sarkés, et en particulier des sarkés des groupes halophiles, constituent presque 80 ou jusqu'à 99% des communautés microbiennes. C'est absolument unique. Normalement, ce sont des bactéries qui dominent dans tous les écosystèmes. Ici, on a des écosystèmes à dominance d'archées et à une surdominance d'archées. Alors, nous sommes en train d'étudier ces différents archées. On a des groupes nouveaux. On est capable maintenant de générer non seulement des données pour un seul gène, mais d'étudier les génomes à travers de ce qu'on appelle les métagénomes, c'est-à-dire l'ensemble des génomes présents dans un échantillon. Et en ce faisant, on étudie le potentiel métabolique de ces archées, donc quelles sont les fonctions, comment elles vivent dans ces systèmes, et quelles sont les adaptations moléculaires qu'elles sont face à ces conditions physico-chimiques en bordure de la limite de distribution de la vie. Donc j'ai parlé beaucoup de biologie et en quoi ça concerne les journées du ciel et de l'espace. Eh bien, c'est là que j'en viens à ma dernière diapositive pour parler de la zone habitable et d'habitabilité. Alors, pour les astronomes, on définit une zone habitable comme la zone autour d'une étoile où on trouve des planètes dont les conditions permettent la présence d'eau liquide à la surface de la planète. Alors, les leçons d'Édalol, ce sont lesquelles? Eh bien, on sait aujourd'hui qu'on a des systèmes sur Terre, une planète sur la zone habitable et même habitée. Donc, on a des zones sur Terre à la surface qui ont de l'eau liquide et qui n'ont pas de vie. Donc, ça pose des questions et ça pose des problèmes à l'heure de partir ailleurs, étudier les limites de la vie et la présence de vie. Et il faut prendre en compte ces limites, tout comme il faut faire très attention à l'interprétation des biosignatures parce qu'on peut avoir des structures abiotiques qui ressemblent à des vraies biosignatures, c'est-à-dire des structures d'origine biogénique. Et avec ça, je vous remercie et je remercie les gens qui sont venus avec nous sur le terrain et qui nous ont aidés et qui travaillent encore sur la biologie de ces systèmes et l'interaction des micro-organismes avec leur système géochimique environnant. Merci beaucoup de votre attention.